La célébrité peut mettre quelqu'un sous les feux de la rampe, mais cela ne le protège pas. Certaines personnalités connues ont disparu, ne laissant derrière elles que des questions. Personne ne sait où elles sont allées ou ce qui leur est arrivé. Des années ont passé, mais en 2025, ces personnes restent portées disparues. Cette vidéo explore 5 autres histoires réelles de célébrités qui se sont volatilisées et n'ont jamais été retrouvées. C'était le 1er février 1995. Riché Edwards, le guitariste et parolier du groupe de rock britannique Manic Street Preachers, quitta son hôtel à Londres. Ce matin-là, il disparut sans laisser de traces. Plus tard dans la journée, sa voiture fut retrouvée abandonnée près du pont de Severn à Bristol, une zone réputée pour ses disparitions tranquilles. Beaucoup craignaient le pire, mais personne ne put l'affirmer avec certitude. Son corps ne fut jamais retrouvé, et son histoire devint rapidement l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire de la musique. Riché avait 27 ans, un âge qui attire l'attention depuis des années à cause du nombre surprenant de musiciens célèbres décédés à ce stade de leur vie. Toutefois, dans le cas de Riché, les avis étaient partagés. Certains estimaient qu'il avait simplement choisi de tout abandonner, tandis que d'autres y voyaient l'expression de ses luttes personnelles profondes. Riché n'était pas réputé pour ses compétences à la guitare, sa force résidait dans ses mots. Il était l'encre émotionnelle du groupe, écrivant des paroles lourdes, brutes et profondément personnelles. Les fans se reconnaissaient dans la sincérité de ses écrits, mais ceux qui le connaissaient de près connaissaient également la douleur qui se cachait derrière. Il faisait face à de graves problèmes de santé mentale et présentait des signes de détresse émotionnelle. L'un des moments les plus commentés eut lieu en 1991. Lors d'une interview, Riché utilisa un rasoir pour graver les mots « 4 réals » sur son bras, cherchant à prouver à quel point il était sérieux au sujet de son art. Certains y virent une déclaration intense, tandis que d'autres découvrirent l'image d'un homme qui se désagrégeait en silence. En 1994, le groupe sortit The Holy Bible, un album presque entièrement façonné par les textes de Riché. Les chansons étaient sombres et douloureuses, empreintes d'une grande émotion. Pourtant, Riché demeurait une présence marquante au sein du groupe. Sur scène, il dégageait une intensité telle qu'il était difficile de détourner le regard de sa performance. Dans les semaines précédant sa disparition, Riché retira d'importantes sommes d'argent de son compte bancaire et commença à s'éloigner des autres. Ses compagnons de groupe s'inquiétaient, mais aucun indice clair ne laissait présager qu'il comptait disparaître. Lors d'interviews, il abordait ouvertement ce qu'il traversait tout en affirmant ne jamais avoir songé à mettre fin à ses jours. Le matin de sa disparition, Riché laissa derrière lui son passeport, son portefeuille, ses clés et ses médicaments à l'hôtel. Par la suite, il fut aperçu à la cabine de péage du pont de Severn. Au départ, on pensa qu'il avait traversé le pont à 14h55, mais les enquêteurs découvrirent par la suite que l'horodatage pourrait être au format 24 heures, ce qui signifierait qu'il aurait en réalité franchi le pont à 2h55 du matin. Ce décalage de 12 heures n'a jamais trouvé d'explication. 2 semaines plus tard, sa voiture fut retrouvée verrouillée près du pont, contenant uniquement le reçu du péage. Mais aucune trace de Riché ne fut jamais décelée. Aucune preuve matérielle ne fut mise au jour. Les spéculations se multiplièrent. Certains pensaient qu'il avait planifié sa disparition. Sa sœur, Rachel, croyait qu'il avait peut-être décidé de tout recommencer ailleurs. Cette hypothèse gagna en crédibilité après quelques signalements étranges au fil des années. En 1997, un enseignant-chercheur affirma avoir rencontré quelqu'un à Goa, en Inde, se présentant sous le nom de Rick et ressemblant étrangement à Riché. En 1998, une femme à Lanzarote déclara l'avoir aperçu dans un bar avant qu'il ne disparaisse rapidement après avoir été reconnu. Puis, en 2004, après le tsunami en Thaïlande, un témoin rapporta avoir vu un homme ressemblant à Riché dans la région. Les personnes proches de lui, y compris des auteurs ayant étudié son cas, affirmèrent que Riché était depuis longtemps fasciné par les récits dans lesquels des individus simulaient leur mort pour repartir à zéro. Il avait d'ailleurs écrit à ce sujet dans ses journaux intimes. Ce n'était pas un simple caprice passager, il semblait y avoir longuement réfléchi. Un de ses proches avait lui-même disparu pendant des années alors qu'il vivait au Texas, ce qui aurait pu l'inspirer. Malgré tout, les Manic Street Preachers ont poursuivi leur route. Leur album suivant, Everything Must Go, adoptait un ton plus léger, mais Riché demeurait une part intégrante de leur univers. Il n'a jamais été oublié. À ce jour, la disparition de Riché Edwards reste un mystère irrésolu. Qu'il ait choisi de partir ou que quelque chose d'autre se soit produit, lui seul connaît la vérité. Et ce silence continue de peser sur tous ceux qui l'ont aimé. C'était le 30 juillet 1975 à Bloomfield Township dans le Michigan. Jimmy Hoffa, un leader syndical de 62 ans,
devait rencontrer deux hommes au restaurant Matthew's Red Fox. Hoffa avait dirigé l'International Brotherhood of Teamsters pendant des années. Figure majeure du mouvement ouvrier américain, il était respecté par les travailleurs et redouté par certains en raison de ses liens connus avec le crime organisé. Ce jour-là, il devait rencontrer Tony Provenzano, un responsable des Teamsters aux connexions mafieuses, ainsi qu'Anthony et Tony Giacalone, un capitaine de la mafia basé à Détroit. Mais rien ne se passa comme prévu. Hoffa ne sortit jamais de cette réunion. Plus tôt dans la journée, Hoffa avait appelé sa femme, Joséphine, et un ami pour leur signaler que les deux hommes ne s'étaient pas encore présentés. Vers 14h15, il rappela Joséphine. Il semblait irrité et remarqua que la réunion ne se déroulait pas bien, mais il ne se laissait pas démonter. Hoffa avait déjà affronté des situations difficiles auparavant. Pourtant, cet appel fut le dernier qu'il passa. Des témoins présents au restaurant déclarèrent avoir vu Hoffa discuter avec quelques hommes cet après-midi-là. Certains affirmèrent qu'il était monté dans une voiture Bordeaux, probablement un Lincoln ou un Mercury Marquis. Ce fut le dernier aperçu confirmé de lui. Plus tard, sa Pontiac Granville verte fut retrouvée dans le parking du restaurant, mais Hoffa était introuvable. Au début, on pensa qu'il avait peut-être manqué la réunion ou qu'il était parti de son propre chef, mais très vite, il devint évident qu'un événement grave s'était produit. Le restaurant Matthew's Red Fox allait entrer dans l'histoire comme le lieu de l'une des disparitions les plus célèbres de l'histoire américaine. Pendant près de 5 décennies, la disparition de Hoffa est restée non résolue. Durant son passage chez les Teamsters, il s'était forgé la réputation d'un négociateur acharné et d'un organisateur redoutable. Après avoir purgé une peine de prison, Hoffa tentait de retrouver le pouvoir. Beaucoup pensaient que ce retour au pouvoir l'exposait à des risques. L'un des enjeux majeurs résidait dans le fonds de pension des Teamsters qui avait servi aux figures du crime organisé pour soutenir leurs intérêts. Et Provenzano ainsi que Giacalone, deux hommes liés au milieu, auraient été tout intérêt à l'écarter. Cependant, personne ne sait exactement ce qui s'est passé après que Hoffa soit monté dans cette voiture Bordeaux. Au fil des ans, le FBI et d'autres agences menèrent de nombreuses enquêtes. Une théorie désignait le boss de la mafia, Russell Bufalino, comme celui qui aurait donné l'ordre. Parmi les autres personnes éventuellement impliquées figuraient Thomas Andretta, Salvatore Salibugs, Gabriel Briguglio, ainsi que l'associé de longue date de Hoffa, Charles Chucky O'Brien. Le FBI a rassemblé plus de 16 000 pages de preuves, mais personne n'a jamais été officiellement inculpé. En 2001, les enquêteurs découvrirent un indice important, des cheveux de Hoffa retrouvés à l'intérieur d'un Mercury Marquis. Cela confirma qu'il avait bien été dans la voiture, sans toutefois faire la lumière sur ce qui s'était passé par la suite ou sur son lieu de disparition. À ce jour, les restes de Hoffa n'ont jamais été retrouvés. Certains pensent qu'il a été transporté dans un autre lieu et éliminé discrètement, tandis que d'autres estiment que toute trace physique de lui a été complètement effacée pour éviter toute découverte. Au cours des années, de nombreuses pistes ont été évoquées. En 1989, un homme nommé Donald Tony the Greek, Francos, affirma que Hoffa était enterré sous le Giants Stadium dans le New Jersey, mais rien n'y fut découvert. En 2004, Frank the Irishman Sheeran écrivit dans un livre qu'il était celui qui avait mis fin à la vie de Hoffa dans une maison à Détroit. Les enquêteurs fouillèrent la maison et trouvèrent du sang sous les planchers. Mais ce n'était pas celui de Hoffa. En 2013, une autre piste vint d'Anthony Zerilli, le fils d'un ancien boss de la mafia de Détroit, qui prétendit que Hoffa était enterré dans l'Oakland Township. Le FBI fouilla la région, mais encore une fois, ne découvrit rien. D'autres théories situèrent Hoffa dans divers endroits, une piscine dans le Michigan, une allée à Roseville, un gratte-ciel à Détroit, voire dans les Grands Lacs ou dans les Everglades, mais aucune ne conduisit à de réelles réponses. Après près de 50 ans, la vérité sur ce qui est arrivé à Jimmy Hoffa demeure inconnue. Il s'était rendu à une réunion cet après-midi-là en s'attendant à discuter affaires, mais il ne revint jamais et son histoire reste l'un des plus grands mystères de l'histoire américaine. C'était le 6 janvier 1994 à New Orleans, en Louisiane. Ilenia Maria Sole Carisi, une Italienne de 23 ans, était dans la ville depuis environ une semaine. Elle était l'aînée des filles des célèbres artistes italiens Albano Carisi et Romina Power. Malgré avoir grandi sous le regard du public, Ilenia s'était éloignée des feux de la rampe pour se concentrer sur l'écriture et les voyages, espérant y puiser son inspiration. Elle avait déjà passé plusieurs mois à explorer l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale avant d'arriver à New Orleans. Là, elle s'enregistra à l'hôtel Le Dale, un bâtiment délabré situé sur la St. Charles Avenue, en compagnie d'un homme nommé Alexander Masekela, un musicien de rue jamaïcain qui avait 20 ans de plus qu'elle. Masekela, surnommé Pops, jouait du cornet pour des dons.
Malgré un passé trouble marqué par des problèmes de dépendance et de violence, Ilenia semblait attirée par sa personnalité et ses idées. Elle le considérait comme un mentor et bien que leur relation suscitât des interrogations, elle paraissait à l'aise dans ce nouveau style de vie. Le matin du 6 janvier, Ilenia quitta l'hôtel vers 11 h. Elle ne dit pas où elle comptait aller, mais ses parents dirent plus tard qu'elle avait prévu de passer la journée dans le French Quarter, un quartier de la ville qu'elle affectionnait. Elle aimait être entourée de musiciens, d'écrivains et d'artistes, des personnes qui nourrissaient sa créativité. Elle ne revint jamais. Pendant plusieurs jours, personne ne sut ce qu'elle était devenue. Le 18 janvier, après être restée sans nouvelles et en constatant que tous ses effets personnels, passeport, vêtements et carnets, étaient toujours dans sa chambre, ses parents déclarèrent sa disparition. La seule chose manquante était Ilenia elle-même. Dans les jours qui suivirent, ses parents reconstituèrent ses derniers déplacements. Ils apprirent qu'environ une semaine après sa disparition, Masakela avait tenté d'utiliser ses chèques de voyage non signés afin de payer son séjour à l'hôtel. Cela suscita des soupçons. Mais lorsqu'il fut interrogé par la police, il nia tout lien avec sa disparition. Il affirma également que leur relation n'était pas romantique, bien qu'ils aient logé ensemble dans la même chambre, avec 2 lits distincts à la demande de Ilenia. Puis, une information étrange parvint aux enquêteurs. Un agent de sécurité du nom d'Albert Cordova déclara que, le soir du 6 janvier, il avait vu une femme assise seule sur un quai près du fleuve Mississippi. Elle ressemblait à Ilenia. Lorsqu'il s'approcha et lui demanda de partir, elle aurait répondu « Je suis faite pour l'eau de toute façon » avant de se jeter dans le fleuve. Cordova expliqua qu'elle avait nagé vers le milieu du fleuve, mais qu'après le passage d'une barge qui avait engendré de fortes vagues, elle commença à lutter contre le courant. Il déclara l'avoir entendu crier à l'aide avant de disparaître sous l'eau. La garde côtière fouilla près de 90 miles de ce fleuve sans rien trouver. Le courant était puissant et il était possible que la femme ait été emportée jusqu'au golfe du Mexique. On montra à Cordova une photo de Ilenia, mais il ne put affirmer avec certitude qu'il s'agissait bien d'elle. Cette version des faits ne convainquit pas la famille de Ilenia. Sa mère, Romina, ne pouvait accepter l'idée que sa fille eût disparu de son plein gré. Elle pensait que Ilenia avait choisi de s'effacer, peut-être pour fuir la célébrité et mener une vie paisible. Elle consulta même des voyants qui affirmaient que Ilenia était en vie, bien qu'aucune preuve tangible ne vint étayer ses dires. Le père de Ilenia, Albano, fut quant à lui d'un autre avis. Au fil du temps, il en vint à croire que la femme aperçue dans le fleuve était bel et bien sa fille. En 2013, après près de 20 ans d'incertitude, il demanda que Ilenia soit déclarée légalement décédée. Ce fut une décision douloureuse, mais qu'il jugea nécessaire pour pouvoir avancer. Au fil des années, quelques signalements sporadiques firent surface. En 2008, une rumeur prétendait que Ilenia vivait dans un couvent en Arizona, non loin de la résidence de sa mère, histoire rapidement écartée. D'autres indices évoquaient des observations en Floride, mais rien de concret ne fut jamais établi. En 2014, Ilenia fut officiellement présumée morte, bien que son corps ne fût jamais retrouvé. Sa mère n'abandonna jamais l'espoir et continua de croire que sa fille était peut-être encore en vie, menant une existence loin de la célébrité qu'elle avait quittée. À ce jour, personne ne sait avec certitude ce qui s'est réellement passé. Ilenia était-elle la femme aperçue dans le fleuve cette nuit-là ? A-t-elle volontairement choisi de disparaître pour repartir à zéro ? Ou un événement plus sinistre s'est-il produit ? Le mystère demeure irrésolu, et malgré toutes ces années, les questions restent sans réponse. En août 1974, à Ann Arbor, dans le Michigan, Connie Converse, une ancienne auteure-compositrice-interprète de 50 ans, fit ses bagages dans sa Volkswagen Beetle et partit sans laisser de traces. Depuis, personne ne l'a revue ni entendue. Née Elizabeth Eaton Converse le 3 août 1924 à Laconia dans le New Hampshire, Connie était autrefois réputée pour son intelligence et sa créativité. Elle grandit à Concord et fut major de sa promotion au lycée. Elle fréquenta ensuite le Mount Holyoke College, mais quitta l'établissement après 2 ans pour suivre une autre voie, la musique. Sa famille joua un rôle central dans l'éveil de ses passions. Son père était pasteur baptiste et le foyer dans lequel elle grandit encourageait les conversations profondes et la créativité. Sa mère, elle aussi, aimait la musique, mais Connie s'intéressait bien au-delà de ses seules notes. Elle se passionnait pour la poésie, l'histoire et la politique. Au début des années 1950, Connie s'installa à New York dans le Greenwich Village. C'est là qu'elle commença à écrire et interpréter ses chansons pour de petits groupes d'amis. Sa musique, personnelle et pleine d'émotions, fit d'elle l'une des premières artistes à adopter un style qui allait plus tard définir le mouvement de la folk. Pourtant, à l'époque, elle demeurait en grande partie inconnue. En 1954, elle fit une brève apparition dans l'émission matinale de CBS,
interprétant quelques-unes de ses chansons à la télévision nationale. Cependant, cette opportunité ne déboucha sur aucun grand succès. Elle avait enregistré plusieurs morceaux, mais aucun ne fut officiellement publié. L'un de ses plus fidèles soutiens fut Jane Deitch, animateur et ami proche, qui enregistra nombre de ses chansons avec son propre matériel. Pour lui, Connie n'était pas seulement talentueuse, elle était également réfléchie et unique, quelqu'un qui ne rentrait tout simplement pas dans le moule de l'industrie musicale de l'époque. Après des années à chercher à se faire connaître, Connie quitta New York en 1961. Elle s'installerait à Ann Arbor pour se rapprocher de son frère Phil et prit un emploi de secrétaire. Par la suite, elle travailla comme rédactrice puis rédactrice en chef dans un journal dédié à la paix. Bien que respectée dans ce domaine, elle cessa d'écrire de la musique. Au début des années 1970, Connie semblait malheureuse. Sa vie n'avait pas évolué comme elle l'espérait et elle avait cessé de composer. Puis, en 1974, elle envoya une série de lettres à sa famille et à ses amis pour leur annoncer son projet de partir et de tout recommencer ailleurs. Elle leur demanda de ne plus la chercher et indiqua à son frère de s'occuper de ses droits musicaux. L'une de ces lettres contenait une phrase énigmatique « Pour survivre tout court, j'imagine que je dois dériver en arrière à travers la seconde moitié du XXe siècle. » Ce fut la dernière nouvelle que l'on eut d'elle. Le 10 août 1974, Connie prit la route et disparut. Sa voiture ne fut jamais retrouvée et aucun indice ne permet de savoir où elle est allée. Sa disparition laissa ses proches avec bien plus de questions que de réponses. Phil engagea un détective privé, espérant obtenir des éclaircissements. Mais ce qu'on lui révéla ne fit qu'approfondir le mystère. « Je pourrais retrouver votre sœur, déclara l'enquêteur, mais cela ne signifie pas qu'elle voudra revenir, ou même vous parler. Si elle souhaite disparaître, c'est son droit. » À ce jour, nul ne sait si Connie a volontairement choisi de repartir à zéro ou si quelque chose de plus grave est arrivé. Certains pensent qu'elle aurait voulu s'isoler, tandis que d'autres redoutent qu'un malheur ne l'ait frappée. Des décennies s'écoulèrent sans réponse. Puis, en 2004, l'une de ses chansons fut diffusée lors d'une émission de radio animée par DJ David Garland. Ce petit moment suscita un regain d'intérêt pour son œuvre. Peu à peu, les gens commencèrent à la reconnaître comme une pionnière de la musique, une artiste dont le style était en avance sur son temps. En 2009, davantage de chansons furent rendues publiques. Puis, en 2023, une collection intégrale intitulée Musics fut publiée, regroupant 32 titres qui mettaient en lumière son talent et sa profondeur émotionnelle. Même si nous ne saurons jamais vraiment ce qu'il est advenu de Connie Converse, sa musique a trouvé l'audience qu'elle n'a jamais eue de son vivant. Le mystère entourant sa disparition continue de planer, mais sa voix résonne auprès de nouveaux auditeurs qui découvrent son œuvre aujourd'hui. Elle a peut-être quitté ce monde discrètement, mais ses chansons font en sorte qu'elle n'est jamais vraiment oubliée. Le 10 octobre 2014, Rico Omar Harris, 37 ans, conduisait de Los Angeles à Seattle. Il venait de passer quelques jours auprès de sa famille dans le sud de la Californie. Ancien basketteur semi-professionnel, Rico se dirigeait vers Seattle pour repartir avec sa petite amie, Jennifer Song. Mais il n'y arriva jamais. La jeunesse de Rico ne fut pas de tout repos. Né en 1977 à Los Angeles, il grandit dans un foyer troublé. Son père, Henry Harris, était réputé pour sa violence et ses parents se séparèrent lorsqu'il était encore enfant. Élevé par sa mère, Margaret Fernandez, Rico se consacra au basketball, un talent qui allait définir une grande partie de sa vie. Au lycée, il se démarqua, attirant l'attention des recruteurs universitaires, voire de la star de la NBA, Lamar Odom. Mesurant près de 7 pieds, Rico possédait un véritable potentiel. Il débuta à l'Université d'État de l'Arizona, mais des ennuis judiciaires en 1996 perturbèrent sa carrière universitaire. Après avoir été transféré au Los Angeles City College, il contribua à mener son équipe vers un championnat d'État. Plus tard, Rico rejoignit les Harlem Globetrotters, mais cette aventure fut de courte durée. Après seulement 1 mois, il fut agressé et subit une grave blessure à la tête qui le força à quitter l'équipe. Ce fut le début d'une descente aux enfers. Rico développa une dépendance aux substances et fut arrêté à plusieurs reprises. Sa carrière s'éteignit et sa vie sombra. Cependant, en 2007, les choses changèrent. Rico entra en cure de désintoxication, se remit sur pied et trouva une stabilité. Il commença à travailler comme agent de sécurité et entama une relation sérieuse avec Jennifer Song. En 2014, il envisageait de s'installer à Seattle. Un entretien d'embauche marqua un tournant. Il était prêt à aller de l'avant. Mais avant de passer à l'action, il fit un détour imprévu vers Los Angeles. Le 9 octobre, Rico quitta Seattle pour Los Angeles sans prévenir Jennifer. Il voulait rendre visite à sa mère et apaiser d'anciennes tensions familiales. Il offrit également à son frère cadet un nouveau téléphone.
Toutefois, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. La conversation avec sa mère fut très émotive et ne lui apporta pas la clôture espérée. Après minuit, le 10 octobre, Rico entama le long trajet de retour vers Seattle. Il était resté éveillé depuis plus de 36 heures, mais il était déterminé à poursuivre sa route. À 10h45, il laissa un message vocal à Jennifer pour lui dire qu'il comptait se reposer dans les montagnes près de Sacramento, mentionnant sa fatigue et son besoin d'une pause avant de terminer le voyage. Une demi-heure plus tard, son téléphone se tut. 3 jours plus tard, une Nissan noire qui appartenait à Rico fut retrouvée abandonnée près de Cache Creek, à environ 60 miles au nord de Sacramento. La zone était isolée et bien éloignée de l'itinéraire habituel entre Los Angeles et Seattle. À l'intérieur de la voiture se trouvait son téléphone, une carte de crédit et une bouteille d'alcool. On avait l'impression que le véhicule avait été fouillé et certains de ses effets personnels avaient disparu. Une vaste opération de recherche fut alors lancée. Des équipes mobilisèrent des chiens de recherche, des véhicules tout-terrain et des aéronefs équipés de caméras thermiques. Elles finirent par retrouver un sac à dos que l'on pensa être celui de Rico, renfermant son téléphone. Des vidéos sur l'appareil le montraient seul dans sa voiture, se comportant de manière erratique, lançant des CD et endommageant divers objets. Son portefeuille fut aussi retrouvé à proximité. Mais Rico n'était nulle part. Plusieurs théories émergèrent. Certains crurent qu'il lui était arrivé quelque chose de grave, d'autres pensèrent qu'il avait volontairement choisi de disparaître. D'autres encore remirent en question son état mental compte tenu de son comportement dans les vidéos et de son arrêt brutal en montagne. Des témoins dirent que la personne aperçue se comportait étrangement, sans pouvoir affirmer avec certitude qu'il s'agissait bien de lui. Une donnée clé, provenant des analyses téléphoniques, révéla que son dernier signal connu provenait d'un lieu situé à plus de 70 miles de l'endroit où la voiture fut trouvée. Comment il s'était retrouvé là ou pourquoi reste à ce jour inexplicable. Sa disparition demeure non résolue et ses proches, en particulier Jennifer, continuent d'attendre des réponses. Des années plus tard, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Ce qui avait commencé comme un périple de retour à la maison s'est transformé en un mystère toujours irrésolu.